Salut à tous et bienvenue sur votre podcast de The Trick Play. Aujourd'hui, bien comme chaque semaine, on va résumer le week-end qui vient de passer et on va aborder le week-end suivant. Donc ce week-end, on était sur la Week 4, mais avant, j'ai quelques brèves à vous donner. Déjà, tout d'abord, je voulais remercier très chaleureusement tous les auditeurs parce qu'il y en a de plus en plus. On commence vraiment à faire des gros chiffres. C'est assez impressionnant et surtout, il y a beaucoup de gens qui commencent vraiment. Il y a beaucoup de gens chaque jour qui nous suivent de plus en plus sur Facebook. Ça se passe vraiment pas que sur Twitter et c'est super cool à vous. Merci beaucoup. Et puis tous les compliments que vous nous envoyez par message, par tweet, franchement, ça fait chaud au cœur. Donc, n'hésitez pas à continuer, ça nous fait plaisir. Et puis, en même temps, derrière, il y a pas mal de personnes qui nous posent des questions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à en poser. On est là pour ça. On a une messagerie automatique sur Facebook, sur Twitter. On est assez présent aussi par message. Voilà. Donc, si vous avez besoin de n'importe quelle info ou de débattre sur n'importe quoi, eh bien, on est là. Il n'y a pas de problème là-dessus. Merci beaucoup déjà. Vraiment, ça fait plaisir. On va passer, bien déjà, la petite info de la semaine quand même, c'est qu'il y a le français Junior AO, le D-line qui évolue à South Methodist University, la fac de Chenbuchele actuellement, qui a été élu meilleur défenseur de la semaine pour l'équipe avec notamment 4 tacles, 1 sac. Gros match du français Junior AO. Franchement, félicitations à lui. Vraiment, ça fait plaisir de voir qu'il est titulaire déjà. On le rappelle, c'est pour son troisième match. Ouais, exactement, ouais. Et première saison du côté des Mustangs titulaire direct, franchement, félicitations à lui, quoi, chapeau. On lui tire notre chapeau et voilà, si tu nous écoutes, Junior, bravo. Au niveau aussi des autres nouvelles, eh bien, on a eu, ça c'est un petit peu, pas pour se faire mousser, mais bon, on a eu, c'est assez marrant parce que on faisait des live tweets, comme pour les gens qui nous suivent sur Twitter, vous avez pu le constater, on faisait des live tweets pendant les matchs de samedi. Et puis, il y a eu Michael Young, le receveur qui était à Notre-Dame, qui est à Cincinnati maintenant, qui a mis un touchdown. Donc du coup, on a tweeté. Et ça a fait pas mal de bruit parce que finalement, on a Justin Jefferson, le premier tour chez les Vikings cette année, qui était le receveur de Joe Burrow, qui a marqué le plus de touchdowns pour Joe Burrow. 18 touchdowns la saison dernière, saison phénoménale pour Justin Jefferson. Eh bien, il nous a retweeté en écrivant quelque chose pour son ami qui est Young. Et puis ensuite, on a eu des retweets de Dexter Williams, qui est chez les Packers maintenant, qui est à Notre-Dame. On a eu, comment il s'appelle déjà l'insider de 247? Tom Loy. Tom Loy, ouais, exactement, qui est aussi un gros insider de college football. On a eu quand même pas mal de choses. Et puis, on a eu, bien sûr, Young, qui a lui aussi retweeté en disant quelque chose. Donc, c'était vachement sympa. On était bien contents. Et on a eu des Américains ça faisait plaisir à notre ego. C'est clair. Et puis, des Américains qui like notre tweet, tout ça. Et puis, putain, et on dit... et Augustin qui nous dit « Ouais, je viens de voir, il y a un compte certifié qui vient de nous retweeter. » Mais putain, les gars, c'est Justin Jefferson. On était comme des fous, quoi. C'était vraiment sympa. Donc voilà, un petit bisou à tous ces joueurs qui nous ont retweetés sans vraiment savoir qui on était et sans le savoir à l'heure actuelle de toute manière. Mais voilà, c'est toujours sympa. On va passer désormais aux matchs du week-end qui sont passés. Donc, et on va démarrer par la Big 12. La Big 12, on va démarrer par le match, je dirais, le plus surprenant de la Big 12 parce que Kansas State se sont imposés sur le field face à Oklahoma. Ils ont monté le score littéralement 38-35. L'Oklahoma de Spencer Rattler. Spencer Rattler, c'est 4 touchdowns, 3 interceptions, 387 yards. Franchement, ça a été ou tout ou rien pour le QB. Augustin qui va nous en... Stop. Augustin qui va nous en parler juste derrière. Et Skylar Thompson, le quarterback de Kansas State, qui fait un bon match. Un touchdown, 0 interception, 334 yards. Et surtout, à la course, c'est 3 touchdowns. Voilà. Toi, Gus, je sais que tu as regardé ce match. Moi, je l'ai regardé aussi d'un œil. Je pourrais en dire un ou deux mots rapidement. Qu'est-ce que tu en as pensé? Il y a vraiment eu 2 matchs dans ce seul et unique match. Alors, comme tu l'as dit, Kansas State, les Wildcats, ils ont gagné 38-35. Mais à la mi-temps, ils perdaient 21-7. Spencer Rattler, même s'il avait envoyé une interception au début de match, il a commencé à lancer des beaux ballons au point où tous les insiders, de toute façon depuis le début, depuis que le monde du football le connaît, ils ont commencé à s'exciter. Jusqu'au moment où Kansas State, ils ont dû se prendre une gueulante, je pense, dans le vestiaire. Bravo au coach, parce que pour
changer la physionomie d'un match pour donner de la motivation à ses joueurs pour aller gagner pour la deuxième année, consécutive face à Oklahoma. Faut le faire, hein, parce qu'il faut le rappeler qu'ils avaient gagné l'an dernier aussi. C'est l'upset de la saison subi par Oklahoma. Ils ont inscrit 24 points d'affilée, les Whitecaps. Donc voilà, 24 points d'affilée où Oklahoma s'est tu, notamment grâce à un jeu à la course assez sensationnel de la part de Kansas State avec Skylar Thompson qui a couru pour 3 touchdowns. On en avait parlé dans un précédent podcast, dans une preview, qu'il était une menace. Bon, je peux pas dire qu'à la passe, ce soit un excellent passeur, même s'il a lancé un touchdown, 334 yards pour 0 interception, mais il a couru pour 3 touchdowns. Donc voilà, leur quarterback a été clutch. Deucey Vaughn a aussi couru pour un touchdown. Et c'est par ce jeu à la course qu'ils ont réussi à mettre Oklahoma, la défense, le run-stop d'Oklahoma, qui a perdu du coup Kenneth Murray, qui était un super run-stopper. Voilà, donc une défense qui était un petit peu aux abois. Du coup, tout s'est joué au quatrième quart-temps pour Kansas State. À la fin du troisième, ils perdaient 35-21. Il aura fallu 2 touchdowns coup sur coup en entrée de quatrième quart-temps pour revenir à 35-35. Puis un field goal de Blake Lynch de 50 yards pour porter la marque à 38-35. Et une dernière interception, on va dire salvatrice pour le coup, dans les dernières secondes du match, où Spencer Rattler lance sa 3e interception qui permet à Kansas State de remporter ce match. Rattler, j'ai entendu le mot surcoté. Enfin, là, c'est des décisions, des prises de position un peu hâtives, hein, je dirais, parce que quand même, c'est que son troisième à Rattler. Non, deuxième. Surcoté, Robin ? Non, voilà. Quand je dis surcoté, évidemment, c'est une petite blague, dans le sens où on voit beaucoup de tweets en mode « Ah, ça y est, c'est le nouveau Patrick Mahomes, ça, c'est le nouveau... » Non, enfin, genre... il a un très bon bras, mais il prend des décisions de merde. Dans ces 3 interceptions contre Kansas State, moi, j'appelle pas ça une bonne performance. Clairement, la dernière interception, c'est lui qui elle est mal lancée. Il y a une interception avant qui est mal lancée aussi. C'est pas comme si c'était des interceptions qui étaient droppées par les receveurs et qui étaient rattrapées. Non, c'est vraiment des mauvaises décisions. C'est mal lancé. Donc, non, je dis surcoté parce que les gens, ils arrêtent pas de dire que ça y est, c'est le nouveau Patrick Mahomes. Laissez-lui un peu plus que 2 matchs déjà. Et moi, je trouve qu'un QB avec un comportement un peu... moi, Spencer Rattler, c'est une tête de con et c'est pas ce que je recherche dans un QB, un franchise QB. Donc, attendons un peu quand même avant de l'encenser autant qu'on le fait. C'est vrai que 3 inters face à Kansas State, ça a fait grincer des dents, ouais. Je vais juste rappeler un truc, c'est qu'on a l'habitude des Heisman Trophy à Oklahoma, tout ça. Il faut juste se rappeler vite fait que ce soit pour Mayfield, Murray ou Hurts l'année dernière, enfin tous ces mecs, ils avaient déjà passé au minimum 4 piges en NCAA. C'est quasiment tous des redshirts seniors, tu vois, quand ils arrivent à Oklahoma ou quand ils startent à Oklahoma. Rattler, c'est un redshirt freshman, donc c'est normal qu'il prenne des mauvaises décisions. C'est normal qu'il ait des petits brain farts. Enfin, c'est qu'un freshman, ça fait 1 an qu'il est à la fac, il a 19 piges, le mec. Tous les autres que j'ai cités avant lui, ils ont quitté la fac. Leur année où ils performent de fou et deviennent Heisman, ils ont 23 ans. Ils ont 4 ans de maturité de plus, 4 ans de rep de plus. Ils ont tous été des transferts, que ce soit de Texas Tech, de Texas A&M ou de Bama. Donc les mecs ont vu plein de choses dans le college football. Rattler, il a 19 piges. Il a rien vu dans le college football. C'est ses premiers starts là. Donc moi, en fait, pour moi, il faut qu'on se calme avec Rattler dans le sens, c'est le nouveau Patrick Mahomes. Mais il faut aussi qu'on se calme dans le sens, il est surcoté, il est machin. Pour moi, il est ni l'un ni l'autre en fait. C'est juste un gamin qui fait ses premiers starts et qui fait des erreurs. Et pour moi, dans une fac comme Oklahoma, être jeune, bah t'es dans la merde déjà, parce que lui, il a pas toutes les restats qui étaient CeeDee Lamb et tout le machin en receveur pour l'aider. Il a toujours pas de défense. Ça va, il est pas à se plaindre non plus. Hein. Ah oui, non, il a raison. Enfin,
Non, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Guillaume, mais comment tu peux expliquer cette défaite? Ils perdent face à une équipe qui a perdu face à Arkansas State il y a 2 semaines. Arkansas State, les gars. Mais d'accord, mais alors ça, c'est normal, on est d'accord, c'est pas normal, mais il faut aussi se rappeler que derrière, que l'année dernière, même avec le grand Jalen Hurts qui était champion national, tout machin, ce que vous voulez, ils perdent déjà contre Kansas State. On s'est quand même beaucoup habitué à ce qu'il y ait des freshmen qui startent bien et surtout face à des équipes quand même qui sont Kansas State. Alors ok, oui, ils ont déjà upset l'année dernière face à Kansas State et Oklahoma, mais c'est vrai qu'on a aussi cette habitude de freshmen. Et je te parle de freshmen comme Lawrence par exemple, comme Fromm à l'époque. Enfin, pour leur premier match, enfin là c'est son second match en l'occurrence à Rattler. Pour un mec qui est aussi hypé, qui en plus de ça roule pas mal des mécaniques parce qu'il faut le dire, voilà, c'est comme ça. C'est vrai que on s'attend à mieux, mais ton argument est carrément vrai. C'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a un côté aussi, on s'attend à mieux forcément parce qu'on a vu ces derniers temps des quarterbacks jeunes, voilà. On va passer à Iowa State qui se déplaçait du côté de TCU. Premier match pour TCU et première défaite parce qu'Iowa State ont gagné 37-34, un match sur le fil du rasoir, alors qu'à la fin du premier quart-temps, il y avait 0 points des deux côtés. Brock Purdy du côté d'Iowa State qui était très attendu, c'est 211 yards, 1 touchdown, 0 interception. Très gros match du running back Brissell avec 18 portées, 155 yards et 3 touchdowns surtout. Du côté de TCU, on attendait beaucoup aussi de Max Duggan. Eh bien, c'était pas trop mal. 241 yards, 3 touchdowns, une interception. Et puis, il a dû sortir. Matthew Downing, le quarterback remplaçant, c'est 1 touchdown, 0 interception. Pour être plus précis, en fait, ils sont partagés le temps de jeu. Je crois qu'ils ont lancé le même nombre de ballons. Mais même l'entraîneur de TCU, Patterson, que je dise pas de bêtises, l'a fait rentrer pour le dernier quart-temps. Il a inscrit 2 touchdowns. Bon, c'est un peu trompeur parce qu'à 3 minutes de la fin, il perdait 37-28 suite à un touchdown de Brice Hall, le running back d'Iowa. Mais il a su envoyer à la dernière seconde une passe qui permettait de réduire le score à 37-34. Donc voilà, même si il y a eu 37-34 que 3 points d'écart, c'est pas un match qui s'est joué dans les dernières secondes. Voilà, donc première défaite pour TCU qui ont perdu pas mal de gros joueurs à la draft. Autre match en Big 12, eh bien West Virginia se déplaçait du côté d'Oklahoma State chez notre ami Baptiste, The Lonesome Cowboy. Les Mountaineers de West Virginia qui sont inclinés 13-27, Oklahoma State. Match du remplaçant de Spencer Sanders, le quarterback d'Oklahoma State, Shane Illingworth, avec 0 touchdown, une interception. Jared Dugger en face du côté des Mountaineers, 1 touchdown, 0 interception. Pour 285 yards. Victoire logique pour Oklahoma State, West Virginia qui sont en 1-1 et Oklahoma State en 2 victoires, 0 défaites. Logique. Oui, logique. Ouais, même si Oklahoma State déçoit un peu et Chuba Hubbard n'est pas au niveau qu'il a affiché la saison dernière. Et toujours du côté de la Big 12 aussi, on a Baylor qui sont imposés, gros score, 47-14 face à Kansas. Baylor qui est attendu après de nombreux départs, notamment du head coach Matt Rhule vers la NFL. Voilà, grosse victoire de Baylor en tout cas face à Kansas, mais on avait dit dans nos previews que Kansas, ça allait pas être terrible cette année. On passe dans la nouvelle rubrique, et oui, on a une nouvelle rubrique, et c'est le Game of the Week. He'll run it out to the 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 45. There goes Davis. Oh my God! Davis is going to run it all the way back. Auburn's going to win the football game. Auburn's going to win the football game. He ran the missed field goal back. He ran it back 109 yards. They're not going to keep him off the field tonight. Holy cow! Oh my God! Je vous donne les stats, après on va en débattre de ce match parce que vraiment c'était sympa à suivre. On alternait, c'était le match de 18h, donc on alternait avec d'autres matchs, c'était un peu difficile. Mais en fait, plus on regardait, on disait mais il se passe des trucs de fou du côté de Texas Tech. Sam Ehlinger pour Texas, c'est 5 touchdowns, une interception, 262 yards. Alan Bowman en face, 5 touchdowns, 3 interceptions, 325 yards. Voilà. Après, on a aussi une belle performance du running back de Texas Tech, Sadorong Thompson, 16 portées, 104 yards de touchdown.
En face du côté de Texas, eh bien, Ellinger a aussi mis un touchdown à la course et Roschon Johnson un touchdown à la course. Ça a été un match très grosse performance, excusez-moi. Alors ça, j'allais le zapper, mais de Joshua Moore, le receveur qui a mis 3 touchdowns pour Texas. C'est un match qui ça a été vraiment disputé. Il y a un moment, on pensait que Texas allait complètement lâcher et ne jamais revenir. Enfin, vous l'avez vécu comment, avec notamment, en fin de match, c'est un truc de ouf. Un onside kick qui passe pour Texas. Comment vous l'avez vécu ce match? Bah, c'était hyper plaisant à voir. Moi, j'ai regardé de A à Z. Au début, j'étais un peu sur les autres matchs et ensuite, j'ai totalement lâché pour rester uniquement sur Texas Tech. C'était hyper plaisant. Il y a eu deux onside kicks récupérés et 2 block punt, un pour chaque équipe pour le onside kick et un pour chaque équipe pour les punts. C'était un match assez fou dans le sens où Texas State, il gagnait 56-41 à 3 minutes restant dans le 4e quart-temps. Et clairement, j'avais vendu la peau des Longhorns et j'étais déjà parti sur une victoire de Texas Tech. Et c'est sans compter Sam Ellinger et Joshua Moore qui sont connectés hyper bien sur les derniers drives, y compris pour les conversions. Ils ont même dû réussir une conversion à 2 points pour revenir. Et il y a un receveur qui m'a beaucoup impressionné, outre Joshua Moore, c'est TJ Vasher de Texas Tech. Il finit avec 2 touchdowns, 4 réceptions seulement, 74 yards, mais toutes ces réceptions, elles sont clutch. Et c'est ça qu'on veut voir dans un receveur, c'est vraiment clutch. Et le running back de Texas Tech, Sadoric Thompson, le petit numéro 4 là, extrêmement bon. Je connaissais pas et je suis impressionné par son jeu et voilà. D'ailleurs, Robin, c'est bien lui qui s'est pris un retour de karma, qui s'est pris un karma énorme, parce que lorsqu'il a marqué son touchdown, alors qu'il restait que 6 minutes et 12 secondes de jeu, pour porter le score à 56-41, pour porter la marque à plus de 15 points devant les Longhorns, il a fait le hymne des Longhorns. Non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est QB Bowman. Oui, mais c'était Bowman du coup sur la magnifique course de Thompson où il fait le signe de Texas à l'envers pour trash talk les Longhorns. Et après, en 6 minutes, ils sont pris la foudre 63-56. Ouais, et c'est ça. Et en fait, il y a une petite mauvaise décision du coach à la fin. En fait, le Texas Tech gagne le choix pour l'overtime. Et juste pour rappel, les règles overtime en NCAA sont différentes de la NFL. C'est pas le premier qui marque. Elles sont différentes et surtout meilleures. Ouais, elles sont surtout meilleures. Guillaume a raison. C'est absolument meilleur. C'est incomparable. Tu peux avoir 40. C'est paritaire, beaucoup plus. Ouais. Tu peux avoir 40 partout à la fin du temps réglementaire et 70-60 à la fin du temps. Expliquer pourquoi c'est meilleur. C'est ça, en fait, le truc, c'est que tu peux avoir 3-4 overtime, et c'est complètement fou. Tant que ça marque, ça continue à jouer. À part s'il y en a un qui met un field goal et un qui met un TD, bien évidemment. Mais voilà, c'est vraiment une super. Moi, j'aime beaucoup l'overtime NCAA. Et Texas State, qui avait été en défense sur les 5 dernières minutes, et en fait, ils ont choisi d'avoir la balle en défense, de donner de donner à Texas la balle. Sauf que la défense, elle était totalement épuisée, donc ils se sont pris le TD direct. Et normalement, c'est une bonne chose de prendre la balle de donner la balle à l'adversaire en overtime pour savoir combien de points exactement tu dois marquer. Mais quand ta défense, elle est totalement épuisée, c'est pas forcément un bon coaching de la part du coach de Texas Tech, donc un peu dommage d'avoir vu ça. Mais sinon, c'est un super match. Si vous avez l'occasion de regarder, allez-y. Vous pouvez trouver le lien dans les commentaires sur notre publication où on parle du match. Et Guillaume, Ellinger, t'en penses quoi? C'est toujours le même problème que j'ai avec Ellinger, c'est qu'en fait, il est aussi bon que des fois, il est suspect, on va dire. C'est un très bon quarterback, il n'y a pas de souci. Je pense pas que ça peut se traduire par contre au niveau NFL, mais c'est un très bon quarterback NCAA, à n'en pas douter. Il va te sortir l'action de la soirée pour t'envoyer une patate intersidérale derrière.
Donc au final, ses stats parlent pour lui-même. Hein. Il fait quand même un plutôt bon match. Mais moi, j'avais une vraie question parce que c'est un truc que je vois de plus en plus souvent, que ce soit en NCAA et en NFL. C'est, ils travaillent plus les onside kicks à l'entraînement. Pour moi, il y a encore c'était peut-être 1 sur 10 grand maximum qui passait. Là, t'en vois 2 dans le même match. Enfin, c'est genre il y a des coachs special team qui sont payés pour ça. Et en fait, le mec, il est juste avec son petit morito et il regarde les entraînements. Ça se passe comment? Depuis que j'ai vu 3 onside kicks face aux Saints des Falcons passer l'année dernière, je peux te dire, je n'ai plus foi en ce que tu dis, en ces entraînements special teams. Je crois, comme tu dis, qu'il n'existe plus. Et on a encore vu, c'était la semaine dernière en NFL, où je sais pas si, enfin pour moi, c'est les mecs qui ne connaissent pas la règle, que quand tu reçois le kick, tu as le droit de toucher la balle avant les 10 yards, mais tu vois les Falcons qui attendent et qui regardent la balle passer. Enfin, c'est quoi? C'est juste les joueurs sont devenus encore plus cons qu'avant, ils connaissent encore moins les règles, ils bossent pas, les coachs ne leur font pas bosser, les coachs ne connaissent pas les règles. J'ai l'impression que maintenant, convertir un onside kick, c'est devenu aussi simple que de convertir une 3e et 1, tu vois. Ouais, mais surtout, tu parlais de coach de special team. Là, les coachs de special team à Texas Tech et Texas, enfin, 2 block punt et 2 onside kick dans le même match, les coachs, ils doivent être... Franchement, ils doivent avoir peur pour le job. Hein. Ouais, mais après, c'est pareil, parce que en général, le coach special team, c'est le même pour les kicks et les returns. Donc le mec, il va te dire, ouais, on s'est pris un onside kick, mais on en a mis un. On s'est fait bloquer un punt, mais on en a bloqué un. Donc, enfin, mais c'est... En fait, les mecs, ils travaillent que la moitié des jeux. Ils travaillent que les retours, mais ils travaillent pas les kicks. Ou ils travaillent que les kicks, mais pas les retours. Mon frère, t'es payé plus que moi je suis payé, ou je serais jamais payé autant, et tu fais la moitié de ton boulot. Donne-le-moi, mon frère, ton boulot, hein, je vais le faire à 100%. Hein. C'est un coach qui parle, c'est vrai que c'est un coach qui parle. Disons-le, c'est un coach qui parle. Bon coach en plus. On va passer, on clôt le chapitre de la Big 12 du coup sur ce match qui était le match of the week. Donc n'hésitez pas, hein, à Texas Tech, d'aller voir au moins le condensé de ce match. Ça doit être c'est disponible même sur YouTube. Voilà, c'est dommage qu'il n'y avait pas de public. Enfin, c'est normal, mais c'est dommage en même temps parce que franchement, l'ambiance en plus, ça aurait été magnifique. Et voilà. On passe à tout de suite. Eh bien, c'était le coup d'envoi de la SEC, la ACC. Alors, il s'est passé pas mal de choses en SEC. Ça va être un bon morceau, je pense. Et en même temps, je pense qu'il y a certains matchs qui vont vous surprendre, d'autres non. Et on va démarrer par la plus grosse surprise. Mais est-ce que c'était réellement une surprise? Parce qu'on avait parlé d'upset sur notre preview de la SEC. Mississippi State qui se déplaçait du côté d'LSU dans la Death Valley à Bâton Rouge. Hein. Les Tigers d'LSU, donc les champions en titre, qui se sont inclinés 44-34. Voilà, très très gros match de Mississippi State, emmené par Mike Leach, l'ancien coach de Washington State. Mike Leach, on sait très bien, c'est que de la passe, ça court pas. Enfin, qu'on soit honnête. Et il y avait le nouveau quarterback du coup de Mississippi State qui est Jay Costello, hein, qui avait été transféré de Stanford, qui était un ancien très gros prospect à la sortie du lycée, mais qui s'était blessé pendant sa carrière universitaire. Costello, c'est 60 tentatives de passe quand même, avec 36 complétées, 623 yards, c'est un record hein, en SEC. Il a dépassé Joe Burrow qui avait ce record l'année dernière. 5 touchdowns. C'est incroyable. Ouais, franchement, ouais. 623 yards, 5 touchdowns, 2 interceptions. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est incroyable que Mike Leach ait réussi à imposer sa patte dès le premier match quand même. Parce que Mississippi State, ces 2 dernières années, ça courait de ouf avec Kaylin Hill, qui a couru que 7 fois d'ailleurs lors de ce match. Donc on est passé d'une attaque qui était que portée vers le jeu de course à une attaque qui bat pour son premier match avec son premier coach face à LSU, une fac quand même qui est réputée par des bons DB, qui met 500 à l'extérieur. Et d'ailleurs, Kaylin, t'as raison, parlons-en, parce que Hill, du coup, qui est le running back star de Mississippi State, n'a porté que 7 fois le ballon pour 34 yards, mais par contre, il a réceptionné 8 ballons pour 158 yards, un touchdown. Donc même Hill, ça c'est super, ouais. Ouais, et qui montre d'ailleurs qu'il est un excellent double menace, faut le dire. Au niveau des réceptions draft stock aussi, augmente. Ouais, complètement.
Au niveau des réceptions aussi, il y a Osiris Mitchell, hein, le receveur qui s'est vraiment distingué. 7 réceptions, 183 yards. C'est un truc de fou. 2 touchdowns. Et aussi Javonta Payton qui, pour 6 réceptions, a couru pour 122 yards. 0 touchdown. Mais après, voilà, c'est des touchdowns un peu de tous les receveurs. Hein, Shavers, Williams. Alors qu'en face, LSU, eh bien, c'était Miles Brennan qui devait reprendre le flambeau de Joe Burrow. Brennan, c'est 345 yards, c'est quand même pas mal. 3 touchdowns, 2 interceptions. Voilà, et puis on savait que c'était Terrace Marshall qui était avec le opt-out de Ja'Marr Chase, le receveur star. C'était Terrace Marshall qui allait être le receveur numéro 1. C'est 2 touchdowns avec 122 yards pour 8 réceptions. Voilà, un match finalement qui a été quand même très disputé, je dirais, jusqu'au 4e quart-temps. Et 4e quart-temps, c'est Mississippi State qui prend l'ascendant. Est-ce que finalement, on avait parlé d'upset, est-ce que c'est vraiment une surprise, les gars? Alors, moi, après, j'aimerais bien écouter l'avis de Robin et de Guillaume. Oui, c'est une surprise. Même si on pouvait le pressentir, du simple fait de la hype autour de Mike Leach, de Kijiko Costello et du fait que les Tigers ont perdu peut-être le meilleur quarterback de tous les temps des Tigers, qu'ils ont perdu aussi, ça on l'a pas dit, mais Derek Stingley qui a été admis à l'hôpital la veille et donc du coup qui n'a pas joué ce match. On pouvait quand même s'attendre à une victoire de Mississippi State, mais c'était de l'ordre du possible. Je pense qu'on était intimement, on se disait tous que le talent de LSU allait suffire à gagner ce match. Or, ça n'a pas été le cas. Bah, le truc, moi, c'est pas contre LSU, mais moi, le principal à blâmer dans tout ça, c'est le coach. C'est Ed Orgeron. Parce que tout le monde l'a porté au nu l'année dernière. C'était devenu, en un an, t'as l'impression, le plus grand coach de tous les temps. Alors, c'est un bon coach, hein, attention. Mais en fait, il a le retour de ce qu'il a voulu faire, en fait. Mais quand tu fais jouer tes starters, les 4 quarts-temps, quand tu mets des 60 points juste pour les stats de tes gars, et ben après t'as beau avoir, parce que on va pas se mentir non plus, LSU en termes de recrutement c'est pas Joel Clodo, c'est du 4-5 étoiles, c'est du top 5, top 10 classe tous les ans. Donc le talent il est là, même si tu perds toute ton équipe, le talent il est là. Bama tous les ans ils perdent toute leur équipe, ça bouge pas. Clemson ça fait 6-7 ans qu'ils perdent 3/4 de leur équipe, ça bouge pas. Même si on connaît la différence de niveau général entre la SEC et la ACC. Mais voilà, c'est quand tu donnes pas de rep à tes joueurs, t'as beau avoir des mecs talentueux, bah les mecs n'ont pas d'expérience, n'ont pas de rep, ils n'ont pas de situation de vrai match. Et c'est là où pour moi c'est de sa faute, parce que c'est lui le coach, c'est lui qui gère les rotations, c'est lui qui décide, je laisse Joe Burrow alors qu'on gagne 82-0 contre l'équipe du coin. Il est en train de récupérer ce qu'il a semé l'année dernière. Donc en fait, pour moi, tu échanges une saison qui est all-time, ça c'est clairement à n'en pas douter. Mais derrière, combien tu vas en sacrifier? Parce que moi je pense que tout ça, ça va pas se répercuter que sur un an. C'est parce que là, leur meilleur joueur, donc tu l'as dit avec Ja'Marr Chase, Stingley, il lui reste cette saison et il reste l'année d'après, à mon avis, après il part. Tous tes joueurs là, en fait, t'es en train de te les flinguer là. Tout ce qui joue, je suis juste psychologiquement dans la tête des gars. C'est l'année dernière, on est champion, on a roulé sur tout le monde. On était en troisième, donc on était pépère. Et donc là, en fait, on est en fond de 5e, on donne tout ce qu'on a et on se fait soulever par Mississippi State qui était prévu pour finir dans la deuxième moitié de tableau de la division Ouest. Donc ça se passe comment en fait? Pour moi, il va pas falloir se tonner s'il y a un léger drop en termes de commit, s'il y a 2-3 transferts qui partent. Tout ça, ça va laisser des séquelles sur leur programme. Et à mon avis, je pense que d'ici la fin de saison, s'il n'y a pas de réelle amélioration, notamment avec le retour de Stingley, parce que pour ceux qui ont vu le match, s'ils sont dans le match entre guillemets dans le match aussi longtemps, c'est en grande partie grâce à la défense, qui notamment met un pick six, si je dis pas de bêtises, avec Cox le transfert. Ouais. Yes. Ça peut devenir inquiétant pour le poste de Ed Orgeron particulièrement, je pense. Parce qu'il y a encore 2-3 ans, faut pas oublier qu'il avait déjà été sur le hot seat après une saison un peu compliquée. C'est ce qu'on avait dit pour la preview la semaine dernière. C'est toi qui l'avais dit d'ailleurs, je crois bien.
Et c'est vrai que tu as totalement raison. Orgeron, moi, ce que je vois, c'est que la saison, de toute manière, d'LSU, comme on l'a dit, ne va pas être fantastique. Personnellement, mon opinion sur Orgeron, c'est qu'il va faire cette saison plus une l'année prochaine pour un peu, entre guillemets, essayer de se rattraper parce que c'est dur de virer un coach un an après qu'il ait quand même gagné le championnat national. Ah ouais. Bah, il a une Mais bonne assurance, hein, quand l'année même. prochaine, ça sera peut-être celle de la dernière Avec son chance. titre. Après, ouais. Après, voilà, encore une fois, on peut pas vendre LSU. Enfin, c'est le premier match. Voilà, il y a eu. C'est ça, tu vois. Enfin, tout à l'heure, je disais que, enfin, quand on parlait de Spencer Rattler et que Guigui m'a dit, bah, ça fait 2 matchs, laissons-lui le temps. Bah, LSU, ils ont perdu 3 quarts de leur équipe. Il s'agirait quand même aussi de leur laisser du temps. Dans ce cas-là, je pense que si on laisse du temps à Spencer Rattler, on laisse du temps à LSU. Après Guigui, si t'es partant pour vendre la peau de LSU, je vends la peau de Spencer Rattler aussi. Hein. Non, mais c'est pas ça, mais juste, moi en fait, c'est pas un joueur freshman que j'incrimine, enfin que j'incrimine, c'est entre gros guillemets évidemment. C'est toute une gestion en fait de ton effectif. Il a eu une vision ultra court-termiste l'année dernière, ce qui a marché. Dans 15 ans, quand on parlera de la saison all-time qu'a fait LSU, bah, le coach, ça sera Ed Orgeron, donc quelque part, bah voilà, fin en fait. Ah, mais derrière, qui est-ce qu'ils vont récupérer de tout ça? Parce que Brennan, c'est pas un redshirt sophomore, c'est pas un redshirt freshman, pardon. Enfin, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Moi, c'est vraiment ça la question. C'est où est-ce que le programme va? C'est peut-être ultra hâtif. Moi, c'est un truc que je pressentais, qui est arrivé. Pour être très honnête, je m'attendais quand même à ce qu'ils arrivent à s'en sortir et qu'ils remportent ce match. Je pensais quand même qu'avec le talent intrinsèque des joueurs, ça suffirait. J'avais un peu pas senti le coup de Stingley qui se fait embarquer à l'hôpital à la veille du match. Ça a pas dû faire du bien. Mais moi, j'ai un peu l'impression que cette année, LSU, ça va être... faut pas qu'on se prenne plus de 2 TD, parce que sinon on gagne pas, quoi. Ça va être Et puis, sincèrement, c'est comme mon petit coup de gueule sur ce match. On peut dire, ok, LSU, upset, machin, mais il faut leur laisser du temps. Ok, d'accord. Ils ont perdu pas mal de titulaires, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais en fait, en face, ils se retrouvent quand même face à Mississippi State. Mississippi State, c'est un nouveau coach, donc un nouveau système, un nouveau quarterback qui n'a pas joué depuis un moment, Costello. Enfin, en même temps, Mississippi State qui était à l'extérieur, quoi. En même temps, faut pas non plus minimiser, grandir les faiblesses d'LSU en faisant croire qu'ils jouaient face à une équipe qui allait très bien, qui roulait aussi de base. Voilà, c'était Mississippi State, il y avait plein d'incertitudes aussi. Donc, je pense que cette victoire de Mississippi State, elle est méritée pour eux. Clairement. LSU a perdu son match, mais il faut pas non plus les excuser, surtout à mon goût. Voilà. C'est vrai qu'on tape beaucoup sur les doigts de LSU, mais donnons quand même du crédit. Enfin, tout à l'heure, on parlait de Mike Leach, mais Mike Leach, pour l'avoir affronté à Washington State pendant les dernières années, là, c'est très dur. Enfin, à chaque fois, on se prend des yards et des yards et on se prend des points. Je me souviens, dites-vous, il était 4h du matin, je mets le match, on a pris 70 points contre Washington State la deuxième année de Justin Herbert. Donc, Mike Leach, c'est vraiment un coach, la Air Raid Offense. Pardon. Guillaume, il peut en témoigner. Il y a des anciens du Flash qui sont allés voir. Il y a des joueurs du Flash qui sont allés voir Mike Leach. Ce mec-là, c'est quand même un génie de coach. Et Ah oui, c'est un génie. C'est le mot pour moi. Ce coach est un génie. Très bien, et bien voilà, on va clore le chapitre LSU qui donc défaite face à Mississippi State, défaite surprise ou non, c'est à vous de juger. Guigui, on va rester sur toi parce que c'est le dernier match de la SEC et c'était un des plus gros, c'était un peu un clash chez nous entre deux nos animateurs, Guillaume et Valentin, parce que c'était les Gators de Florida qui se déplaçaient chez les Rebels d'Ole Miss du côté du Mississippi. Belle victoire des Gators, 51-35. Je vous donne les stats de Kyle Trask, c'est 416 yards, 6 touchdowns, 0 interception, exceptionnel. Hein. Il y a Emory Jones qui a tenté un lancer avec une interception et il en a réussi un autre pour 30 yards, mais bon voilà, c'est anecdotique. En face, on a eu Matt Corral qui a été le quarterback titulaire devant John Rhys Plumlee, hein, du coup.
Corral, c'est 3 touchdowns, une interception, 395 yards, aussi un match pas trop mal pour Corral, qui était attendu, surtout que voilà, on sait qu'il y a le Spectre Plumlee qui jouait l'année dernière titulaire, voilà, qui était derrière lui. À retenir du côté de Florida au niveau des receveurs, Kyle Pitts, 170 yards pour le tight end, 4 touchdowns, c'était extraordinaire. C'est un des 3 meilleurs, voire un des 2 meilleurs tight ends qui va sûrement se présenter à la draft en fin d'année. Et le pas meilleur, numéro 2. le meilleur, c'est le meilleur. Il n'y a pas de numéro 2. Il est top 2, il est pas numéro 2. Voilà, ça vous donne. J'attends de voir ce que donne Freyermuth, mais c'est vrai qu'il peut être le meilleur en effet. Du côté d'Ole Miss, eh bien, ça a été quand même un beau match pour Elijah Moore, qui était très attendu. C'est lui qui avait l'année dernière imité un chien qui urinait dans la end zone face à Mississippi State. Elijah Moore, c'est 10 réceptions pour 227 yards, pas de touchdown, mais vraiment il a fait avancer le jeu. Voilà, et puis ça a été aussi un bon match du running back Jerion Ely, 79 yards, un touchdown. Ely qui a montré quand même pas mal de belles choses derrière une O-line pas terrible du côté d'Ole Miss. Toi, Guillaume, comment t'as vécu ce match? On a vu des moments de plus, mais aussi des moments de moins du côté de Florida, faut l'avouer, au niveau défensif. Qu'est-ce que tu penses du match? Est-ce que tu penses que ça lance bien la saison et que derrière Florida pourra faire mieux, et notamment au niveau des points scorés face à eux? Tu as parlé de Matt Corral, en fait, il a fait un bon match. Moi, je trouve qu'il fait un excellent match. Il a réussi en tout cas sur ce match-là à extrêmement bien gérer la pression qu'a mis le front seven de Florida. Il y a un nombre de fois où ça m'a fait criser d'ailleurs. Il a rien d'ouvert, il court pour prendre la première, il nous le fait 2 ou 3 fois, je crois, en troisième. Donc une super pocket awareness. Il fait des bons lancers. Elijah Moore facilite un peu la tâche, parce que c'est quand même un excellent receveur. Pour moi, il est dans les top 5, les top 7, on va dire, un receveur de SEC sans trop forcer. Donc gros match de ces deux joueurs, particulièrement pour Ole Miss. Donc ça c'est la première chose. Que dire pour mon amour pour les deux Kyle de mon équipe. Booba il disait que des numéros 10 dans ma team. Bah moi je veux que des Kyle dans ma team. Trask qui égale le record de touchdown en SEC de Joe Burrow de l'année dernière. Kyle Pitts qui met 170 yards, 4 TD, c'était monstrueux, il faisait ce qu'il voulait. Peu importe qui il avait en coverage, il faisait ce qu'il voulait. Beaucoup de freshmen ont joué, j'ai remarqué, que ce soit à tous les postes d'ailleurs quasiment. On a eu notamment le petit frère de CJ Anderson en receveur, avec Xavier Anderson qui fait un ou deux catchs. On a eu un redshirt freshman qui s'appelle Whitmore, qui fait un très bon match. On a eu les débuts de Justin Shorter, le transfert de Penn State, qui fait lui aussi un bon match. Énormément de freshmen ou de redshirt freshmen qui ont joué, donc ça c'est très positif pour l'avenir. Mais voilà, donc comme j'avais annoncé, une victoire qui a mis plus de temps que je pensais à se dessiner, mais une victoire convaincante quand même. Très bon match de l'offense qui donne énormément pas de certitude, mais d'espoir pour la suite. Moi je me demandais un peu comment allait être la suite de notre offense avec nos quatre receveurs et Pirine qui étaient partis à la draft. Pirine, notre running back. Très clairement, la suite est assurée. Très gros match aussi de Kadarius Toney, notre receveur, qui finit avec un TD, 5 catch, 59 yards et 2 courses pour 55 yards. Trevon Grimes aussi, 64 yards, un TD. Encore une fois, les jeunes joueurs ont pu prendre un peu d'expérience quand le score était fait. Donc beaucoup de points positifs, mais le gros point négatif, notre défense à la passe qui a beaucoup souffert avec Matt Corral. Et très agréablement surpris du coup aussi du match de Corral et Elijah Moore. Quand il fait pas le con à pisser dans les end zones, c'est un très très bon receveur. Ça peut devenir un top receveur de SEC. Je sais pas si ça peut devenir un top receveur du pays, mais c'est un receveur qui sera drafté à mon avis cette année. Pour toi, Valentin, qui est donc le fan d'Ole Miss, quels ont été les points forts et les points faibles d'Ole Miss sur ce match, même si finalement la victoire de Florida était quand même attendue? Avec les débuts de Lane Kiffin, votre nouvel head coach.
Ouais, c'est ça. Bah, par rapport au changement de système, de coach, etc., je suis quand même très surpris de l'attaque, enfin surtout de Matt Corral, comme un peu a dit Guillaume. Et il a quasiment envoyé 400 yards avec 3 TD. Et une Inter, bon, qui est pas vraiment une Inter qui est de sa faute. Mais côté attaque, je suis vraiment très content. Par contre, côté défense, je peux pas dire que je suis déçu, parce que c'est ce que je m'attendais. Donc, je savais qu'on allait se faire rouler dessus. Ça va ressembler à la saison dernière contre les grosses équipes. Notre défense va prendre 40, 50 points par match, mais en attaque, on va pouvoir montrer certaines choses. Donc, on va dire que je suis pas surpris du match. Après, bien sûr, il y a quand même quelques petites surprises dans le match. La qualité de Matt Corral à la passe. Le fait que John Rhys Plumlee, au final, n'a pas joué. Parce qu'il a fait que 4 courses et une passe. Donc le système à 2 QB, il n'a pas existé. Il a une réception aussi qui a été en début de match. J'ai vu aussi que Lane Kiffin, il faisait que du no-huddle en attaque. Alors, moi, personnellement, je suis pas fan du no-huddle. Je trouve que ça a ses limites. Après, c'est peut-être ce qui a permis d'aussi bien fonctionner en attaque. Mais quand on joue contre une équipe comme Florida, où on sait et surtout on voit qu'on se prend énormément de points, enchaîner, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est peut-être essayer de garder leur défense sur le terrain, vu qu'ils avaient beaucoup de mal en défense. Euh, du coup, on se retrouvait très vite en 3e et 1 ou 3e et 2. Donc de ce côté-là, on va voir les semaines prochaines ce qu'il va faire avec cette attaque no-huddle. À certains moments, ça me dérange pas, hein, mais faire ça tout le match, je trouve que ça a ses limites. Ouais. Elijah Moore, pour revenir dessus, que dire, 227 yards, bon, il lui manque un TD, quoi, on va dire, pour vraiment parfaire ce match. Euh, ouais, à mon avis, il est vraiment en course pour devenir le meilleur receveur sec. Et s'il nous fait ça à chaque match, je pense qu'on pourra peut-être devenir receveur you. Je sais pas après, mais enfin, c'est assez exceptionnel quand même même par rapport à l'année dernière, que ça continue sur lui et qu'il arrive à engranger autant de yards. Parce qu'on a Drummond qui s'est montré, mais il s'est montré sur 2 passes, il reçoit 2 TD, c'est super, mais il s'est montré que sur 2 passes. On a quand même la petite surprise de fin de match, puisque ça arrivait au 4e quart-temps. C'est Kenny Yeboah, le tight end, qui nous vient de Temple, qui a 91 yards et un TD, qui a vraiment montré de très grosses qualités. On a une petite surprise, c'est le frère de Chad Kelly, Kazi Kelly, qui est tight end chez nous, que je ne savais même pas, il est freshman. Il a une réception pour 9 yards. C'est un gros gabarit, donc à voir ce qu'il peut donner cette saison. J'ai parlé un petit peu de la défense. C'est Kedron Smith, notre cornerback, pardon, qui finit avec le plus de plaquages, avec 12. Il n'a pas fait un super match, par contre, il s'est fait un peu bouffer sur pas mal de passes. Pareil pour AJ Finlay, qui a eu une interception, qui en a failli même en avoir 3 en tout. Mais bon, sur Kadarius Toney, il se fait manger aussi 2-3 fois, et surtout une fois sur un TD, à mon avis, qui peut éviter. Tariq Day, le defensive tackle le defensive end qui vient d'arriver de JUCO, nous a fait du bien. Il s'est bien montré. D'ailleurs, il y a un sac de Momo Sanogo qui a été annulé. Les règles bidons de la NCAA, quoi. Et on a mis une mi-temps à mettre du personnel sur Kyle Pitts. Donc pendant une mi-temps, il nous a fait du sale. Et après, c'était le cas de Kadarius Toney. Donc je suis assez surpris de la non-réaction en défense sur les appels de jeu, sur le coaching. Après, énormément de plaquages ratés, mais j'ai entendu dire que Guillaume avait un peu expliqué la chose. Voilà, c'est une préparation tronquée. Même si l'année dernière, on se trouve qu'on n'était pas super bon sur les plaquages. Bon, là, on va dire que c'est la faute au Covid. On va attendre 2-3 matchs avant de se pencher dessus. Et oui, une chose, du coup, on a vu que Otis Reese, le transfert de Georgia, ne peut pas jouer à cause des règles NCAA. Donc les règles NCAA, c'est sur la tête du client. Bizarrement, quand c'est des joueurs qui vont à Georgia, ils peuvent jouer, mais inversement, ils ne peuvent pas. Et on s'est vu que
On aurait bien eu besoin de son talent. Pour finir, victoire largement méritée par Florida, même si on a réussi à les mettre un peu dans le mal à un moment. J'espère que notre attaque continuera comme ça sur le reste de la saison, mais que notre défense arrivera au moins sur les équipes de notre niveau, en dessous du niveau, à montrer plus de choses. On passe tout de suite à un autre match de SEC. C'était les Wildcats de Kentucky qui se déplaçaient du côté des Tigers, encore des Tigers d'Auburn. Victoire 29-13 pour l'équipe à domicile, donc Auburn. Hein. Toi, Augustin, je sais que tu as regardé ce match. Moi, je l'ai regardé que d'un œil, sincèrement. Ça a été quand même très long, je trouvais, au début, pour la première mi-temps. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du match ? Et quelles sont aussi les performances des joueurs, notamment de Bonix, le quarterback d'Auburn, très attendu. Du coup, Elio, je plaçais beaucoup d'attentes en ce match parce que Kentucky était classé avant ce match et Auburn aussi. Du coup, c'était le seul duel entre équipes classées de la SEC ce week-end. Alors, j'ai été déçu. Je m'attendais à un score un petit peu plus important, bien que 29-13, on a eu un match, on peut dire, un petit peu offensif. Par contre, ce à quoi je m'attendais moins, c'est que Kentucky ait autant le ballon et que leur quarterback Wilson fasse un aussi bon match. Il a inscrit un touchdown et lancé 239 yards. Je trouve qu'il a vraiment bien géré. Il avait le momentum avec lui. Franchement, c'est un bon quarterback et je pense qu'il faudra garder les yeux sur lui. Et c'est véritablement, même s'il a mis moins de touchdowns que Bonix, et même si Bonix a été clutch dans les bons moments, c'est lui qui a fait le match du côté de l'attaque. Dommage, quoi. Il manquait cette précision dans la end zone. C'est ce qui a joué en défaveur de Kentucky. Et pour le coup, ce manque de clutchitude, si je peux parler comme ça, pour moi, c'est le premier responsable de cette défaite, mais surtout le deuxième facteur qui a fait que Kentucky a moins bien joué qu'Auburn, c'est que en défense, ils ont été inexistants. Alors que Kentucky est une fac comme de réputation, je dirais plutôt défensive, hein, les Josh Allen, etc. Et Auburn a intercepté un ballon, il y a eu des fumbles au bon moment à chaque fois, et ce sont ces fumbles et ces interceptions qui ont permis à Bonix d'aller dans la red zone, dans la red zone à chaque fois et de conclure. Donc en envoyant des passes à Seth Williams qui a été très bon notamment. C'est comme ça que Auburn a gagné, grâce à une défense qui a permis de mettre Bonix sur des rails, qui pourtant Bonix, même s'il a mis 3 touchdowns et qu'il n'a pas lancé d'interception, il n'a pas été transcendant, hein. Il a lancé que 233 yards, à 16 sur 27, on sait qu'il peut nous habituer à de meilleurs standards, mais bref, voilà, même si Auburn bat une équipe classée, pour moi c'est pas un match rassurant pour les Tigers. Merci beaucoup Gus, Auburn qui n'a pas forcément rassuré, à voir la suite encore une fois, hein. Premier match. Ouais, c'est hâtif, hein, c'est le premier match. Ouais. Georgia, les Bulldogs qui se déplaçaient du côté d'Arkansas. Victoire logique, mais sur la durée pour Georgia. Hein, ça a commencé à pas très fort avec une bonne domination d'Arkansas au premier quart-temps qui menait 7-0 et à la mi-temps toujours 7-5 pour Arkansas. Ça a mis du temps à venir. Les Bulldogs qui se sont imposés 37-10. À savoir que JT Daniels devait jouer et il n'a pas pu, je crois qu'il était blessé, il avait fait le warm-up, mais il a eu une sorte. Ils ont eu peur à la dernière minute. C'est Diwan Matisse qui a démarré et qui a fait un mauvais match avec une interception. Stetson Bennett, le remplaçant du remplaçant qui vient de JUCO, lui a repris la main avec 211 yards, 2 touchdowns, 0 interception. De l'autre côté, on avait affaire à Philippe Franks, hein, l'ancien quarterback de Florida. 1 touchdown, 2 interceptions, 200 yards. Et puis il y avait aussi Rakim Boyd, le running back d'Arkansas, très attendu avec 11 courses pour 21 yards, donc quasiment rien. Voilà, juste au niveau de la performance à noter, belle performance de George Pickens, le receveur star de Georgia, un touchdown, 47 yards pour 4 réceptions, et de Zamir White, le running back, avec 71 yards, un touchdown. Il s'est pas battu cette fois, hein, parce qu'il a l'habitude de foutre des beignes. Oui, il avait fait plus pour ça l'année dernière, Pickens. Ça sera tout du côté de Georgia. On a eu aussi la victoire de Tennessee, 31-27 sur South Carolina. On disait que ça pouvait être assez difficile pour Tennessee. Ça a été un peu compliqué, South Carolina qui a bien tenu tête. Mais victoire en finale pour Tennessee, coucou à Vols France. Victoire de Texas A&M, 17-12 face à Vanderbilt. Hein, ça aurait dû... Alors ça, on peut en parler, les gars, ou pas? 17-12 face à Vanderbilt. En fait,
Rien que dans la preview de Texas A&M, je pense qu'on en a déjà parlé, quoi. Encore une fois, c'est plat. Encore une fois, tu bats Vanderbilt d'aussi peu en jouant à domicile. C'est voilà, Kellen Mond, c'est pas du tout convaincant, quarterback de Texas A&M. A&M, excusez-moi, je prononce à la française, mais c'est C'est une honte de mettre que 17 points face à Vanderbilt. C'est le paillasson de la SEC depuis des années. c'est Alors, surtout, le pire, c'est que la semaine prochaine, ça joue à Alabama. Et Alabama et Vanderbilt, c'est pas la même chose. Et c'est ça le problème, en fait. Le problème, c'est peut-être qu'ils étaient trop focus sur Alabama et qu'ils se sont dit, bah vas-y, Vanderbilt, c'est un peu le cupcake dans notre calendrier, mais si Texas A&M joue pareil que contre Vanderbilt, c'est terminé pour Alabama. Enfin, contre Alabama, ça fait premier quart-temps et c'est terminé, il n'y a plus rien. D'ailleurs, Robin, tu me permets de faire la transition. Alabama a battu Missouri 38-19. Donc voilà, match. Du coup, un match avec un bon Jalen Waddle qui a mis 2 touchdowns, un Mac Jones efficace mais pas transcendant. Enfin bref, du Mac Jones quoi, qui avait beaucoup d'assists dans sa poche. J'ai regardé un petit peu le match, c'était à 1h du matin. Voilà, 38-19. En fait, leurs 2 premiers quarts-temps où ils ont inscrit en tout 28 points leur a permis après de faire tourner un petit peu l'effectif. Ce qui a d'ailleurs permis à Missouri, aux Tigers, encore une fois les Tigers après Auburn et LSU, de remonter à 19 points en inscrivant notamment 13 points dans le dernier quart-temps. Voilà. Alabama, ça fait tourner, ça fait jouer les jeunes, même, et ça fait jouer les jeunes quand t'as gagné. Donc c'est performant sur la durée. Mais écoute, Bryce Young, pour avoir regardé quand il a commencé à jouer, j'ai trouvé, il y a quelques flashs où il est pas mal, mais la plupart du temps, il a été en difficulté quelques fois, donc à voir comment il va se comporter sur les autres matchs. Ouais, mais voilà, tu vois, encore une fois, c'est plus simple quand t'as un jeune quarterback, que t'as pas beaucoup d'expérience, voire pas du tout au niveau universitaire, de jouer ta première année des bouts de match. Ça te permet de te mettre en confiance, de prendre, de t'habituer un peu à la vitesse du jeu universitaire, parce que même si Bryce Young était à Mater Day et du coup avait un calendrier national, pardon, ça a quand même rien à voir avec le niveau universitaire. Donc ça te permet de te faire tes premiers galons, de faire tes premières erreurs dans des matchs qui n'ont plus d'importance en tout cas, vu qu'en général quand il est rentré, le match était déjà plié. Donc ça te permet de diminuer l'impact de tes erreurs, tu vois. Et donc tu peux apprendre plus facilement, t'es plus détendu. On va passer tout de suite à l'ACC, l'ACC, donc avec un premier match, c'était le derby de Floride, les Florida State Seminoles en difficulté cette saison, qui se déplaçait du côté des Hurricanes de Miami en pleine confiance. C'est bien grosse victoire des Hurricanes, 52-10, avec un gros Derrick King, franchement, le quarterback de Miami. 267 yards, 2 touchdowns, 0 interception et 65 yards à la course. Bien suivi par Cameron Harris, le running back qui confirme son très bon début de saison avec 2 touchdowns. Alors qu'en face, voilà, grosse difficulté pour James Blackman, le quarterback de Florida State, 1 touchdown, 1 interception. Robin, très rapidement, tu as regardé ce match au milieu de la nuit. Est-ce que c'était intéressant? C'était un peu un non-match. Moi, j'ai regardé le premier drive, j'ai arrêté, je suis parti me coucher. Bah écoute, j'ai regardé la première... comment ça allait se passer, quoi. J'ai regardé la première mi-temps parce que j'avais plus d'intérêt à regarder la deuxième. Donc à la mi-temps, il y avait 38-3, je voyais pas trop l'intérêt de continuer. Miami, c'était très très fort en attaque. En attaque, ça a fait un drive, un TD de ce que j'ai regardé. Derrick King, impressionnant au niveau de son coup de poignet pour envoyer des ballons loin. Je me souviens d'un TD de Derrick King dans le deep. Et c'est vraiment, il est sous pression et juste avec un coup de poignet, il envoie la balle 30-35 yards dans les airs, énorme, enfin très très beau. En ce qui concerne la défense aussi, c'était hyper propre. À souligner Jalen Phillips, du coup Jalen Phillips qui fait un bon match mais qui ne finit pas parce qu'il prend deux comportements antisportifs en première mi-temps, donc il a déjà été sorti. Après non, ça a été globalement très très solide. Et non, Florida State, c'est moche. Mais je me souviens de la preview de Guigui qui disait suivez Marco Wilson et c'est tout. Marvin Wilson, pardon, et c'est tout. Il avait pas tort. C'était nul.
Et c'était nul. Et c'était nul. Voilà. Enfin, Florida State, c'est le Vanderbilt de la ACC maintenant. Je suis peut-être un peu dur, mais non, ils sont nuls. Mais ça, quel plaisir en tout cas. Mais vraiment, Florida State. Si ça avait été, si j'avais pas du live tweet la première mi-temps, et encore, j'aurais jamais suivi ce match. Florida State cette année, c'est moche. Je suis désolé, hein, mais horrible, horrible. Ils vont gagner contre Jacksonville State la semaine prochaine, mais le reste, ça va pas gagner. Ils vont finir à 1 victoire, 9 défaites. Enfin, non. Et encore, et encore, attention à Jacksonville State, hein, attention. Alors, encore une fois, t'imagines s'ils perdent contre Jacksonville State, toute la Floride, elle leur aura pissé dessus. Mais bloquez-moi, hein. Si ça se passe, bloquez-moi. Hein. Non, vas-y, clairement, non, rien d'autre à dire de ce match-là. Enfin, c'était un drive en TD en attaque, et en défense, ça faisait des free out. James Blackman qui a été pas bon, il y a eu beaucoup de mal, ils ont fait rentrer 3 QB différents. Du coup, donc, grosse victoire de Miami. À noter aussi, en ACC, grosse victoire de Virginia Tech, les Hokies qui sont imposés 45-24 face à North Carolina State. Victoire de Boston College 24-21 face à Texas Tech. Syracuse qui s'impose 37-20 face à Georgia Tech. Guigui, Georgia Tech. Ouais, donc victoire de Syracuse assez logique. Par contre, j'aimerais juste rebondir, Gus n'est plus là, mais sur ce qu'on avait dit la semaine dernière, et notre petit chouchou à tous les deux, avec Gus, qui est Jahmyr Gibbs, le true freshman running back de Georgia Tech, qui finit à 18 portées pour 105 yards et un TD à la passe. Toujours aussi fan, hein, c'est le gros point positif de cette équipe de Georgia Tech qui peut s'assurer une pérennité au poste de running back pendant 3 ans et ça va vraiment être, je pense, super sympa de voir son évolution du côté de Georgia Tech. En attendant, Virginia qui s'est imposée à domicile 38-20 face à Duke. Duke, 0 victoire, 3 défaites. Score assez logique avec Virginia qui est quand même un niveau au-dessus. On a eu un match très serré entre Pittsburgh et Louisville, un match très serré et assez sympa, hein, parce que des deux côtés, il y avait des bons joueurs. Toi, Robin, je sais que tu as regardé un peu avec pas mal d'attention, même pas un peu, avec pas mal d'attention ce match. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu peux en dire concrètement Alors, écoute, t'as raison, parce que Pittsburgh, depuis que je les ai présentés, c'est un peu devenu mon chouchou de cette année hors Oregon. Très bon, Kenny Pickett a encore été plutôt pas mal, dans le sens où il arrive bien à mener l'équipe, et c'est vraiment le quarterback qu'il faut pour Pitt. Et là, par exemple, il finit à 220 yards de TD, une interception. Mais au-delà de ça, je pense que c'est le leadership dans les grands moments, sachant que, comme je l'avais dit dans la preview, Pitt, c'est la défense. La défense. Ils ont mis 7 sacs, il me semble, contre... c'est ça, 7 sacs, et sur la ligne de Louisville, bon, c'est pas la meilleure ligne du pays, mais c'est quand même solide. Ils ont fait 12 plaquages pour perte. Ça, c'est dommage. Enfin, c'est dommage pour Louisville. Et surtout, surtout, ça tape extrêmement fort. Il y a à souligner aussi Jordan Addison, le receveur true freshman de Pittsburgh, qui finit avec 7 réceptions, 77 yards et 1 TD. C'est clairement la meilleure arme offensive de Pittsburgh. En ce qui concerne du côté de Louisville, Tutu Atwell, seulement 4 réceptions, 37 yards, c'est très très léger. Globalement, 107 yards seulement à la passe pour Louisville, c'est très court. Et il y a Malik Cunningham à la fin du match, quand sur une 4e tentative, il essayait vraiment de tout donner pour aller chercher au moins un first down et aller potentiellement chercher la victoire. Sauf que il se prend un bon gros hit, non, même pas, c'est pas un gros hit, mais il se prend un petit coup et il tombe par terre et il se relève pas pendant plusieurs minutes. C'était très long à attendre. C'était dur comme image. Ouais, il était vraiment à terre, il bougeait pas du tout. Après
Le coach Scott Satterfield, il a quand même dit, c'est le head coach de Louisville, il a quand même dit que ça allait pour lui, il arrivait à bouger ses extrémités, donc ses doigts et ses pieds. Et ses pieds. Donc ça va. Mais c'était dommage. Il a fait un petit pouce à la fin. C'était pas dommage, c'était effrayant un peu de le voir comme ça à terre. Donc voilà, on espère qu'il va bien. Je doute qu'il joue la semaine prochaine et dans les 2 prochains matchs. Donc à voir parce qu'ils ont déjà perdu un autre QB, Louisville. Donc à voir. Mais en soi, juste pour terminer, très bon début de saison de Pittsburgh et qui est légèrement en train de devenir contender. Bon, après la ACC, ça commence à avoir des grosses équipes comme Miami, Clemson, Notre-Dame, mais Pittsburgh, il commence à se placer dans ce lot-là et ça fait très plaisir de voir ça. Ça sera tout donc pour l'ACC, sachant que Notre-Dame devait affronter Wake Forest, mais pour raison de cas de Covid du côté de Notre-Dame, le match a été reporté. On reste du côté quand même du week-end dernier. Très rapidement, je vous donne les scores des gros matchs du Group of Five. UCF Central Florida qui s'est imposé 51-28 face à East Carolina. Belle victoire assez convaincante de Cincinnati sur Army, 24-10. Donc c'est là d'où est sorti le fameux tweet sur Michael Young qui a été retweeté. Voilà, ça fait toujours plaisir. On a aussi la victoire du UAB face à South Alabama, 42-10. Tulane, grosse victoire, 66-24 sur Southern Missouri. Voilà, il y a pas grand-chose à retenir après, surtout ce qui se passe du côté du Group of Five. C'était un peu plus des petits matchs, un peu moins intéressants que les semaines précédentes. On va passer au classement A-People, le top 25 qui est sorti du coup hier. Je vous donne en gros les 5 premiers, les 5 derniers, et puis les quelques surprises dedans. Clemson, son premier, toujours avec 2 victoires, 0 défaite. Alabama, deuxième, 1 victoire, 0 défaite. Troisième, Florida. Quatrième, Georgia. Cinquième, Notre-Dame, qui n'ont donc pas joué ce week-end. Sur les 5 derniers, numéro 20, LSU, qui a chuté. Tennessee, numéro 21. Brigham Young, numéro 22. BYU, donc. 23e, Michigan. 24e, Pittsburgh. Et 25e, Memphis. Pas mal d'équipes de Big Ten qui n'ont joué aucun match. Et aussi Oregon qui sont en Pac-12, qui sont présents dans ce classement. C'est toujours un classement biaisé. On est un peu d'accord là-dessus. Classement relatif, on va dire. Ouais, c'est un classement relatif. Comme on en parlait en off, j'étais un peu remonté entre guillemets que Pittsburgh passe 24e alors qu'ils étaient 21e alors qu'ils viennent de gagner contre une équipe qui était classée puisque Louisville était classé et en fait c'est vrai que Guigui a fait un très très bon point dans le sens où il y a la Pac-12 qui est arrivée maintenant. Une seule équipe en Pac-12, c'est Oregon, voilà. Et d'ailleurs oui, juste pour vous reprévenir, la Pac-12 va jouer, ça va commencer le 6 à 7 novembre, donc très très bonne nouvelle, vous allez pouvoir suivre mes live tweets à 4h du matin quand on va se taper Colorado, donc un plaisir. Et non, c'est vrai que le retour de la Big Ten dans le classement avec Ohio State, il y a beaucoup d'équipes de Big Ten, donc normal que Pittsburgh baisse un peu. C'est dommage que Michigan soit devant, même BYU par exemple, je pense que Pittsburgh est devant BYU. Voilà, après... Même Oklahoma, ils se prennent un upset, ils ont une victoire, une défaite. Non, voilà, moi je suis très déçu de la place de Pittsburgh, comme c'est mes chouchous, je les vois un peu haut, mais... T'as bien fait de parler d'Oklahoma, parce qu'Oklahoma sont 18e, et devant eux, en 17e, eh bien, ça va faire plaisir à Baptiste, il y a Oklahoma State avec 2 victoires, 0 défaite. Bien joué, Batou. On va passer désormais au match qui arrive ce week-end, donc... Et je vais déjà présenter les matchs de la Big 12. Alors pour démarrer, c'est à 18h, le derby texan, TCU qui se déplace à Texas. Texas après un presque upset face à Texas Tech. Texas qui se retrouve de nouveau à domicile, enfin cette fois-ci à domicile. Et peut-être mieux armé psychologiquement. Vous pensez, victoire de Texas ? Je pense victoire de Texas, mais comme j'en parlais, je sais plus, c'était sur Twitter. Moi, je me suis pris un petit coup de karma sur ce match parce que j'avais un peu vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué quand ils étaient menés de 15 points à 3-4 minutes de la fin, où j'avais dit que le match était fini.
Mais c'est très bien pour Texas d'avoir remporté ce match. Maintenant, galérer autant contre Texas Tech, qui n'était pas non plus prévu comme une grosse équipe pour cette saison, sans prendre plus de 50, finir en overtime, c'est bien d'avoir gagné ce match parce que ça s'est transformé en match piège. Après, maintenant, je pense que ça aurait pas dû être un match piège pour eux. Donc, c'est bien d'avoir gagné, mais maintenant, il va falloir en montrer un peu plus pour donner plus d'assurance sur Texas. Et voilà. Donc, je les vois quand même battre TCU. Il y aura aussi Baylor qui se déplace à West Virginia, Oklahoma State qui se déplace à Kansas, Texas State face à Kansas State et surtout Oklahoma, Iowa State. Est-ce que Oklahoma peut faire, sachant qu'Iowa State ne sont normalement pas une équipe si mauvaise malgré un début de saison un peu mitigé, est-ce que Oklahoma peut faire un deuxième upset de suite? Perso, j'y crois pas. Je pense qu'Oklahoma gagnera. Qu'en dites-vous? Ouais, moi aussi, je pense qu'ils vont rebondir. Je pense que ça leur a mis un sacré coup au moral. Toi, Robin, tu parlais un peu du caractère de Spencer Rattler. Moi, je pense que ça a beau être, sur ce qu'on a vu sur QB1, il faisait un peu le mec machin. Je pense que c'est surtout avant tout un gros compétiteur. Et t'as raison, il a de l'ego. Et je pense qu'il en faut quand tu arrives à ce niveau. Et je pense qu'il va se reprendre et qu'il va faire un autre match que ce qu'il a pu montrer samedi. Et donc, je pense une victoire d'Oklahoma. Oui, clairement. Pareil, victoire d'Oklahoma pour moi. On se déplace du côté de l'ACC maintenant. Alors, Wake Forest qui reçoit Campbell, ça doit être une victoire de Wake Forest, on est tous d'accord. NC State face à Pittsburgh, un match qui peut être intéressant. Pittsburgh sur la bonne lancée. Pittsburgh, all the way. Ouais. Pittsburgh. On va sur Pittsburgh. North Carolina qui se déplace à Boston College. Boston College, c'est 2 victoires, 0 défaite. North Carolina, 1 victoire, 0 défaite. North Carolina, sachant que North Carolina, ils ont pas joué ils ont joué la première semaine et ensuite ils ont pu jouer parce qu'ils ont eu un match avec des cas de Covid et ils n'avaient pas de linemen, il me semble. Enfin, non, c'est l'équipe adverse qui n'avait pas de linemen. Ça a été un peu compliqué, et ça a été annulé. Ils n'ont pas joué. Ils ont joué un match et là ça fait 4 semaines qu'ils jouent pas, 3 semaines qu'ils jouent pas presque. Donc à voir, mais non, North Carolina quand même, ça va, c'est fort. Jacksonville State, la nouvelle équipe de Deion Sanders, qui est le nouveau head coach, se déplace à Florida State. Espérons une victoire de Florida State cette fois-ci, sinon ça sera vraiment honteux qu'on se le dise. Oh non, j'espère la victoire de Jacksonville State parce que le Twitter ça serait si beau que Jacksonville State avec Deion Sanders qui vient lui-même de Florida State, la victoire de Jacksonville State serait incroyable, juste incroyable. Virginia Tech qui se déplace à Duke. Et surtout, le plus gros match, on va dire, on est ici. Bon, c'est Virginia qui se déplace à Clemson. Ça rappelle la finale des ACC Championship l'année dernière avec Clemson qui avait battu largement un score fleuve face à Virginia. Je pense qu'on connaît tous ce qui va se passer lors de ce match une nouvelle fois, quoi. Voilà. On n'est pas dupes. On va passer à la SEC avec South Carolina qui se déplace du côté de Florida. Victoire logique de Florida, on est tous d'accord. On va pas. On espère. Hein. Missouri qui se déplace du côté de Tennessee. Est-ce que Tennessee va enchaîner une deuxième victoire? Ouais, Tennessee. Oui. Ouais, Tennessee. Ouais, Tennessee, on est d'accord. On est 3 à être d'accord. Texas A&M qui se déplace à Alabama. Alabama. Voilà. C'est facile à faire en réalité. Je pense que là, cette semaine, ça va. C'est quand même plutôt tranquille. Ole Miss qui se déplace à Kentucky. Ole Miss, normalement, pour la victoire. Même si Kentucky peut un peu poser problème. Moi je pense que Terry Wilson, l'ancien QB un ancien joueur d'Oregon, qui est QB pour Kentucky, je pense qu'il y a moyen de mettre pas mal de yards sur la défense de Ole Miss. Donc à voir. Moi je vois bien un peu Kentucky et je dirais même pas que c'est un upset. Pour moi c'est Ole Miss. Je pense que si l'attaque d'Ole Miss montre qu'ils ont contre nous, je pense qu'il y a moyen qu'ils arrivent à remporter ce match. Auburn qui se déplace à Georgia. Un gros match, ça, par contre. Auburn. C'est vraiment, je pense, le match du week-end de la SEC.
Et Auburn, franchement, Auburn. là c'est 50-50, j'ai pas d'avis perso. Toi Guillaume? Moi, je mettrais Auburn, en essayant d'être le plus objectif possible, je mettrais Auburn dans un match très serré avec peu de points. Je suis d'accord là-dessus par contre. Je suis d'accord, parce que D'accord. Georgia, ça marque pas. Hein. Ça marque pas. Est-ce que JT Daniels va jouer? Les deux équipes ont quand même de très grosses défenses, c'est un peu leur point fort. Risque d'y avoir peu de points. Ouais. Est-ce que la situation au poste de QB de Georgia Ouais, c'est préoccupant. Enfin, préoccupant en tout cas, c'est pas ce à quoi on s'attendait réellement. Surtout qu'au départ, il y avait quand même JT Daniels et Jamie Newman. Arkansas qui se déplace à Mississippi State qui va continuer sur sa lancée. On est quand même assez confiant là-dessus. Arkansas. Philippe Mais- Franks, ouais, c'est vrai. L'écoutez pas, les copains. Non, ne L'écoutez pas, mettez pas de... il est bizarre quand il parle de Philippe et Franck. On dirait moi qui parle de Justin Herbert. LSU qui se déplace à Vanderbilt, c'est bien. J'espère pour le coup qu'LSU va gagner parce que sinon là, ce serait quand même la catastrophe. Si LSU se fait upset par Vanderbilt, laissez tomber. Hein, Guy, là, il va revenir sur le podcast et il va tout. Ouais, non, c'est clair. Il va terminer. clair. Ça va terminer le. Et je vais finir quand même parce qu'il y a quelques matchs intéressants dans le Group of Five. Hein. Il y a un South Florida à Cincinnati. Perso, je vois la victoire de Cincinnati. Ça marche. Il y a Memphis qui se déplace. Memphis qui se déplace à SMU, match assez sympa entre Brady White et Shane Buechele notamment et Junior Ao qui sera sur le terrain du côté de SMU. Match sympa à voir, Moi, je je mets pense. SMU aussi. Même si Memphis, ça joue bien. SMU. Et gros match entre les deux corps militaires, Navy qui se déplace du côté d'Air Force. Bon, je dis quand même Navy, hein, soyons honnêtes. Bah oui. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour cet épisode de nous avoir suivis. Désolé, il y avait quand même pas mal de choses avec la SEC qui est rentrée en jeu. Hein. Donc c'était un petit peu long, on le sait. Merci beaucoup de nous écouter comme d'habitude. Et comme je l'ai dit au début du podcast, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à liker la page Facebook. On est là et on est présent en tout cas. On essaiera de suivre au mieux. Enfin on essaiera, non, on va suivre au mieux même les matchs du week-end qui arrivent. Donc ça risque d'être sympa. Il y a quelques petites affiches qui risquent quand même d'être sympas. Voilà, on vous souhaite une bonne semaine, en tout cas une bonne, une bonne semaine. Il reste quand même pas mal de jours dans la semaine. Et puis on se dit à la semaine prochaine surtout. Merci de nous avoir écoutés. Salut. Tout le monde. Ciao.